25 décembre 1989. Le jour de Noël. À cette heure précise, l'Europe célèbre les fêtes de fin d'année. Mais dans la cour d'une caserne militaire de Targoviste, l'ambiance est glaciale. Un couple d'octogénaires est traîné sans ménagement vers un mur de briques rouges. Leurs mains sont liées derrière le dos avec des cordes épaisses. Nicolae et Elena Ceausescu ne ressemblent plus à des chefs d'État. Ils sont livides. Pourquoi cette hâte pour les exécuter ? Le nouveau pouvoir craint un retour de flamme. Une décision brutale s'impose pour sceller le destin du régime. Le peloton de fusillement est déjà en place. 3 militaires d'élite attendent l'ordre de feu. Ils n'ont pas besoin de viser longtemps. En quelques secondes, plus de 100 cartouches de Kalachnikov sont tirées. Le bruit est assourdissant. La fumée des tirs sature l'air. Les corps s'effondrent l'un après l'autre sur le béton sale. Le sang gicle contre le mur. Les 2 dictateurs les plus craints de l'Est viennent de mourir dans un chaos total. Nicolae et Elena ont tenu la Roumanie dans leurs mains pendant 24 ans. Ils ont imposé une dictature de fer. Leur système reposait sur 3 piliers, la peur, la torture et la surveillance totale. La police secrète, la Securitate, infiltrait chaque immeuble, chaque famille, chaque conversation. Pendant que la population subit des coupures d'électricité constantes et fait la queue pendant des heures pour un morceau de pain rassis, le couple vit dans l'opulence. Ils ordonnent la construction de palais gigantesques avec des robinets en or. La faim tue dans les rues, mais les banquets officiels débordent de nourriture. Toute critique est un aller simple pour la prison. À la télévision d'État, ils sont présentés comme des génies, des divinités vivantes intouchables. Mais en 72 heures, l'Empire s'est volatilisé. Le processus est foudroyant. Le 22 décembre, la foule hurle sous leur balcon. Le couple s'enfuit en hélicoptère depuis le toit du comité central. C'est leur dernière image de puissance. Le pilote les abandonne en plein champ. Ils sont capturés par des miliciens et enfermés dans un blindé. Le 25 décembre, le procès commence. La scène est enregistrée par une caméra vidéo tremblante. À l'image, on voit Nicolae qui refuse de reconnaître le tribunal. Il ajuste son chapeau, il regarde sa montre. Il ne comprend pas encore que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Le jugement dure moins d'1 heure et demie. C'est plus court que la durée d'un film de cinéma. Le verdict tombe. Peine de mort immédiate. Les soldats les poussent vers la sortie. On entend les cris d'Elena qui insulte les gardes. Elle invoque son passé de mère de la nation. Les soldats ne répondent pas. Ils les placent contre le mur. Les tirs commencent avant même que le caméraman n'ait eu le temps d'installer son trépied. Les images du massacre font le tour des chaînes de télévision mondiales le soir même. La chute est totale. La fin est définitive. Le régime s'est éteint dans le bruit des balles et l'odeur de la poudre. 25 décembre 1989. Un jour de fête transformé en exécution publique. Nicolae et Elena Ceausescu, le couple qui a régné sur la Roumanie pendant 24 ans, finissent leur route face à un peloton d'exécution. Comment une telle puissance a-t-elle pu s'effondrer sous les balles en plein Noël? Pourquoi Elena a-t-elle hurlé des insultes brutales jusqu'à son dernier souffle? À l'image, un mur de béton criblé d'impacts, de la poussière et 2 corps au sol. La scène a été filmée. Les images ont été diffusées sur toutes les télévisions du pays. Pour comprendre ce dénouement sanglant, il faut remonter à l'origine du système. Tout commence en 1965. Nicolae Ceausescu prend la tête de la Roumanie en pleine guerre froide. À cette époque, il n'est pas encore le paria de l'Europe. Au contraire, en 1968, il dénonce l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Soviétiques. L'Occident applaudit. Les États-Unis et le Royaume-Uni lui remettent des décorations officielles. Le monde voit en lui un leader communiste modéré, capable de tenir tête à Moscou. Mais ce n'était qu'une illusion. À première vue, un diplomate habile. Mais en réalité, le bâtisseur d'un régime répressif d'une violence rare. Dans l'ombre de Nicolae se tient Elena. Elle n'est pas une simple épouse, elle est la 2e personne la plus puissante de l'État. Elle naît en 1916 dans une famille de paysans pauvres. Son éducation est sommaire, les rapports de l'époque sont formels, elle sait à peine écrire correctement. Mais son ambition est sans limite. Elle épouse Nicolae en 1947 et commence son ascension vers les sommets du parti. Dans les années 70, alors que Nicolae verrouille le pays, Elena s'invente un destin. Elle veut être une intellectuelle. Elle forge ses diplômes de toutes pièces. Elle s'autoproclame scientifique de renommée mondiale. On compte plus de 400 travaux de recherche à son nom. La vérité est plus sombre. Ce sont des chercheurs anonymes qui rédigent les textes. Ils sont menacés et forcés de signer pour elle.
Elena exige le titre de camarade docteur ingénieur. Elle fait pression sur les universités étrangères pour obtenir des diplômes honorifiques par la peur. Sur les documents officiels, elle apparaît figée, sérieuse, savante. La réalité est différente. La caméra ne montre pas tout. Elena est une femme d'une vanité extrême. Son tempérament est explosif. Elle est incapable de cruauté gratuite envers ses subordonnés. Elle est obsédée par son image, par son rang et par le contrôle total de la population. Mais le contrôle a ses limites. L'histoire s'apprêtait à basculer. Aucun profil n'était toléré. Elena exigeait des clichés frontaux parfaits. Toute photographie jugée peu flatteuse était immédiatement saisie et brûlée par ses services. Dans les couloirs du palais, la peur régnait. Elle ne se contentait pas d'observer les dossiers. Elena participait aux réunions stratégiques et validait chaque nomination de ministre. Elle allait plus loin. Selon les archives, elle dressait elle-même les listes d'opposants. Des noms griffonnés sur un papier, des ordres directs pour des arrestations ou des éliminations physiques. La Securitat, la police secrète roumaine, exécutait les ordres sans discuter. C'était l'une des organisations les plus violentes d'Europe. Elena gérait personnellement une partie de ces opérations. Le couple a bâti un culte de la personnalité totale, un système qui imitait les méthodes de Staline ou de Mao. À l'image, des portraits géants sur chaque façade. Nicolae était le génie des Carpates, Elena était la mère de la nation. Dans les salles de classe, les enfants apprenaient leurs prétendus exploits dès le plus jeune âge. Des manuels entiers consacrés à leur gloire. Des villes entières devaient stopper toute activité pour défiler devant eux. Des heures de marche sous le soleil ou dans le froid. Des statues de bronze et des peintures officielles occupaient chaque mètre carré de l'espace public. Comment le peuple a-t-il pu supporter cela? La réponse est simple, la terreur. Mais en réalité, la réalité était un naufrage économique. Nicolas a pris une décision radicale. Il voulait rembourser la totalité de la dette extérieure du pays en un temps record. Le résultat a été brutal. Le pays a sombré dans une pénurie totale. Plus de nourriture, plus d'énergie. Le rationnement est devenu la règle. Le pain, la viande, le sucre et le lait étaient distribués au compte-gouttes. Les villes plongeaient dans le noir total chaque soir. On voyait des immeubles entiers sans une seule lumière. En plein hiver, le chauffage était coupé pour économiser le gaz. Les habitants gelaient dans leurs appartements. Mais la faim n'était pas le pire. La répression était le véritable poison. La Securitat disposait d'un réseau d'informateurs colossal, des millions d'oreilles. Les voisins surveillaient les voisins. Les collègues se dénonçaient à la pause café. Même au sein des familles, le silence était obligatoire. Un fils pouvait trahir son père. Une simple plaisanterie sur Nicolas entraînait des années de cachot. Une critique murmurée dans une file d'attente signifiait la mort. La Roumanie s'est transformée en une cage à ciel ouvert. Les frontières étaient verrouillées par des barbelés et des miradors. Tenter de franchir la clôture était un suicide. Les gardes tiraient à vue sans sommation. La fuite était impossible. L'an 1989, le bloc communiste commençait à se fissurer partout en Europe de l'Est. Le mur de Berlin était sur le point de céder. La situation a empiré pour le couple Ceausescu. Le vent tournait, mais ils ne le voyaient pas encore. Les événements se sont accélérés brusquement. À l'image, les premiers rassemblements de protestation se forment dans le calme avant l'explosion. Décembre 1929. Nicolae Ceausescu pense encore tenir les rênes de la Roumanie. Mais la réalité est ailleurs. Tout bascule le 16 décembre dans la ville de Timișoara, à l'ouest du pays. Comment un simple incident local a-t-il pu faire chuter un dictateur? À première vue, une procédure administrative banale, mais en réalité, l'étincelle d'une explosion nationale. Le gouvernement ordonne l'expulsion du pasteur Laszlo Tokes. Son crime, avoir critiqué le régime ouvertement. Les autorités encerclent son domicile. Mais cette fois, le mécanisme de la peur se grippe. Un petit groupe de fidèles se rassemble devant la porte. En quelques heures, la foule gonfle. Ils sont désormais des milliers. Ce n'est plus seulement une question de religion, c'est le résultat de décennies de faim, de froid et de surveillance constante par la Securitat. La colère accumulée explose. Les manifestants marchent vers le centre-ville. Ils brisent les vitrines. Ils brûlent les portraits du leader. À l'image des colonnes de civils qui avancent face aux camions militaires, on entend des cris qui n'avaient pas résonné depuis des générations. Liberté, abat Ceausescu, assassin. Les slogans frappent l'air comme des coups de fouet. Le régime décide de frapper fort. L'ordre est donné de tirer sur la foule. Les premiers corps tombent sur le béton froid. Nicolae Ceausescu ne change rien à son emploi du temps. Il quitte le pays pour une visite diplomatique en Iran. Il laisse le chaos derrière lui.
Mais ce n'était que le début. Pendant son absence, la gestion de la crise change de main. Celui qui prend les commandes de la répression initiale est un homme de l'ombre. La situation s'est aggravée en quelques minutes. Le sang sur les trottoirs de Timisoara a scellé le destin du couple présidentiel. L'erreur était désormais interdite. 17 décembre 1989. Les canons à eau ouvrent le bal, suivis par les nuages de gaz lacrymogène. Puis, les matraques entrent en action. La police frappe sans réfléchir. Ils ne font aucune distinction. Hommes, femmes, étudiants, retraités. Le sang commence à couler sur le pavé de Timisoara. Mais le peuple reste debout. La peur change de camp. Chaque charge de police ramène plus de manifestants dans les rues. À Bucarest, Elena Ceausescu perd patience. Elle donne un ordre simple. Tuez-les tous. L'armée se déploie. Les blindés écrasent les voitures et entrent dans le centre-ville. C'est le début du massacre. Les soldats épaulent leurs fusils et tirent directement dans la foule. Pas de tir de sommation. Des corps s'effondrent sur le béton, fauchés par les balles russes. Les cris de douleur couvrent les slogans politiques. À l'image, des camions militaires chargent des cadavres à la hâte. Certains blessés arrivent aux urgences, d'autres disparaissent. La Securitate, la police politique, nettoie les traces. Les morts encombrants sont emmenés vers les crématoriums. Depuis le palais présidentiel, Elena surveille les rapports de situation. Sa réponse est technique. Elle décrète la loi martiale. Le couvre-feu est total. Consigne est donnée aux patrouilles. Toute personne dans la rue après l'heure limite doit être abattue sans sommation. À première vue, l'ordre est rétabli. Mais en réalité, la Roumanie explose. L'incendie se propage. Arad, Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov. Les villes tombent les unes après les autres. Le pays sort d'un coma de 24 ans. La dictature ne fait plus peur. Le 21 décembre, Nicolae Ceausescu rentre d'un voyage officiel en Iran. Il découvre un pays en flammes. Il est furieux. Pour lui, ce n'est pas une révolution. Il accuse des puissances étrangères et des hooligans de manipuler la rue. Il refuse de voir l'évidence. Le peuple roumain a atteint son point de rupture. Comment reprendre la main ? Ceausescu utilise sa vieille recette, la démonstration de force par la masse. Il ordonne un rassemblement gigantesque pour prouver son autorité. Le 21 décembre, à midi, 100 000 personnes sont forcées de se rassembler sur la place du Palais à Bucarest. Des bus entiers déversent des ouvriers encadrés par des agents en civil. Nicolas monte au balcon du comité central. Elena est juste derrière lui. Elle garde son sourire froid habituel. Les caméras de la télévision d'État filment en direct. Le dictateur lève la main pour réclamer le silence. Il commence son discours. C'est alors que l'impensable se produit. Le silence est brisé par un bourdonnement. Puis, les sifflets éclatent. La foule ne l'écoute plus. Un cri monte du fond de la place et se propage comme une onde de choc. « Timisoara ! Timisoara !» Sur la vidéo, on voit le visage de Ceausescu se décomposer. Sa bouche reste ouverte. Le son des huées sature les micros. Le dictateur s'arrête de parler. Le direct est coupé. La situation a empiré. L'histoire s'est arrêtée là pour le régime. 21 décembre 1999. Le défi est devenu public. Des détonations retentissent dans la capitale. Certains témoins parlent de feux d'artifice. D'autres jurent avoir entendu des coups de feu. La panique s'installe instantanément. La place s'agite. La foule se brise et commence à fuir dans un désordre absolu. Nicolas lève le bras droit. Il tente de reprendre la parole. Il hurle dans le vide. « Allô, allô !» Son visage se crispe. Il tape sur le micro comme si l'appareil était en panne. À l'image, on voit ses yeux s'écarquiller sous l'effet de la surprise. Ce n'était pas un problème technique, c'était l'effondrement du système. Elena attrape son mari par la manche. Elle le tire avec force vers l'intérieur du bâtiment du comité central. La transmission en direct s'interrompt brutalement. Un écran noir. Mais le mal est fait. 30 secondes ont suffi. Le pays entier a vu l'image interdite. Le dictateur a perdu le contrôle. À première vue, un rassemblement de soutien. Mais en réalité, le déclencheur d'une révolution. Cette nuit-là, Bucarest bascule dans la violence. Les manifestants occupent les grandes artères. Ils renversent des voitures et brisent les vitrines. La police ouvre le feu. Les balles sifflent. Mais un détail change la donne. Les soldats de l'armée marquent un temps d'arrêt. Certains baissent leurs fusils, d'autres retirent leurs casques et rejoignent les protestataires. La Securitate reste fidèle. Ces unités d'élite tirent sur la foule depuis les toits. Ils défendent le régime centimètre par centimètre. Mais la fureur de millions de Roumains est plus forte que leurs munitions. Les barricades se multiplient dans chaque rue. Nicolas et Elena s'enferment dans les bureaux du comité central.
Ils entendent les cris qui montent de la place. Les vitres tremblent sous les explosions. Ils disposent encore de gardes armés. Ils ont encore des stocks de munitions. Mais ils n'ont plus le pays. Le couple reste prostré dans le silence des couloirs de marbre. Le pouvoir s'est évaporé en quelques heures. Les communications sont coupées une à une. Le temps des Ceausescu est terminé. Mais ce n'était que le début de la chute. Écrivez le mot « histoire » dans les commentaires pour soutenir la chaîne. Cela permet de booster le référencement de la vidéo. Votre retour est essentiel pour la suite de nos enquêtes. Le tribunal attendait déjà dans l'ombre. 22 décembre 1989. Le pouvoir change de camp en quelques minutes. Pourquoi les hommes de l'ombre ont-ils baissé les armes? La loyauté s'effondre. À l'intérieur du palais, les gardes les plus fidèles hésitent. Ils regardent leurs fusils, puis la porte. Mourir pour un dictateur n'est plus une option. À l'image, Elena se tient près de la fenêtre. Elle observe la rue. Le spectacle est brutal. Des colonnes de blindés occupent les intersections, mais les soldats ne tirent pas. Ils descendent des chars. Ils serrent les mains des manifestantes. Dans la foule, un détail frappe. Le drapeau roumain flotte partout, mais au centre, il y a un trou. Le symbole communiste a été découpé au couteau. C'est le signal. Le régime est mort. Il faut partir. Maintenant. Elena prononce ces mots avec une voix sèche. Elle regarde son mari. Nicolae Ceausescu semble figé. Il imagine encore un plan de secours. Il croit encore à une contre-attaque. Mais la réalité est différente. Ce n'est pas une manœuvre tactique. C'est une fuite pure et simple pour sauver leur peau. Midi sonne à Bucarest. Le bruit change de nature. Ce n'est plus une rumeur, c'est un rugissement. Les manifestants ont forcé les grilles du rez-de-chaussée. On entend le fracas du bois qui explose. Les vitres volent en éclats. La foule hurle. Les manifestants montent les escaliers 4 à 4. Ils sont des centaines. Le temps est écoulé. Le couple court vers le toit. Les portes claquent derrière eux. Ils débouchent sur la terrasse. Le froid de décembre les frappe violemment au visage. Sur la vidéo d'archives, on distingue un détail absurde. Elena porte son lourd manteau de fourrure. Elle fuit pour sa vie, mais elle s'accroche à son luxe. Le moteur de l'hélicoptère commence à tourner. C'est leur dernière chance. À première vue, un départ organisé, mais en réalité, une course vers le peloton d'exécution. L'appareil décolle lourdement. En bas, le peuple occupe le palais. La fin d'une époque a commencé. 22 décembre 1989. La ville est en train de basculer. Nicolae porte un manteau sombre et une écharpe. Il ne ressemble plus à un chef d'État. L'hélicoptère de type Dauphin se pose lourdement sur le toit du comité central. Le pilote, Vasil Malutan, observe la scène à travers sa visière. Il est sous le choc. L'homme qui dirigeait la Roumanie d'une main de fer fuit maintenant comme un vulgaire malfaiteur. Vite! Montez! L'ordre d'un garde du corps claque dans le vacarme des pales. L'appareil est conçu pour 4 passagers. Ils montent à 6. Nicolae, Elena, 2 agents de sécurité et 2 conseillers. Ils s'entassent dans la cabine étroite. Le métal grince. Elena se retrouve écrasée entre un siège et la portière. Elle ne dit rien. Il n'y a plus de place pour les plaintes. L'hélicoptère arrache ses patins du sol au moment précis où les premiers manifestants forcent l'accès au toit. À quelques secondes près, la foule s'emparait du couple. À l'image, l'appareil s'élève et Bucarest s'éloigne. La capitale est en plein chaos. Des colonnes de fumée noire montent de plusieurs quartiers. Les rues sont noires de monde. Leur pays leur échappe en temps réel. Nicolae saisit le combiné du radio. Il hurle des ordres, exige des rapports, appelle les garnisons. Silence total à l'autre bout. Personne ne répond plus au dictateur. Au même moment, les ondes de la radio nationale crachent un message unique. Ceausescu a fui. La dictature est tombée. Nous sommes libres. Le pouvoir vient de changer de camp. Le vol dure environ 60 minutes. L'appareil se pose finalement près de Snagov, dans un champ désert. C'est ici que Vasil Malutan, le pilote, prend une décision radicale. Il coupe les moteurs de recherche de cibles. « Je ne peux pas continuer », annonce-t-il fermement. « L'armée a reçu l'ordre d'abattre tout ce qui vole. J'ai une famille à protéger. » Le visage de Nicolas devient rouge. Ses mains tremblent sur ses genoux. Elena explose et lance une série d'insultes violentes au pilote. Mais l'autorité a disparu. Malutan n'écoute plus. Il redémarre, tire sur le manche et décolle seul. Le couple et leur dernier fidèle restent plantés là, au milieu de nulle part. La fuite tourne au désastre. Mais ce n'était que le début. 23 millions de sujets. C'est le nombre de personnes que Nicolas et Elena Ceausescu dirigeaient encore quelques heures plus tôt. Maintenant, ils tendent le pouce sur le bord d'une route. Le couple le plus puissant du pays mendie un trajet comme de simples vagabonds. Un automobiliste finit par s'arrêter.
Il les regarde. Il les reconnaît immédiatement. Mais l'homme reste de marbre et feint l'ignorance. Il accepte de les prendre à bord. En réalité, il n'a pas le choix. La peur d'être exécuté en cas de refus est plus forte que tout. Pourquoi cet homme a-t-il accepté de les aider? La réponse est simple. Il craignait que le dictateur ne cache encore une arme. Mais ce n'était qu'une illusion. Le trajet dure quelques kilomètres dans un silence lourd. Soudain, l'automobiliste aperçoit une patrouille de police au loin. Il écrase la pédale de frein. Sa décision est prise. Il se tourne vers le couple et lance une phrase sèche. « Le carburant est épuisé. Vous devez descendre ici. » C'est un mensonge. Le réservoir est plein, mais l'homme a compris que le régime est tombé. Il refuse de devenir le complice des parias. Sur la vidéo d'archives, on voit le véhicule repartir en trombe, laissant les Ceausescu seuls dans la poussière. Quelques minutes passent. La police repère deux silhouettes errant sur le bas-côté de la route. Nicolas et Elena marchent sans but. Les agents s'approchent. À l'image, aucune résistance, aucun échange de coups de feu, pas de scène d'action héroïque. Les soldats passent les menottes, le couple est traité comme des criminels de droit commun. Ils sont conduits au quartier général militaire de Targoviste. On les sépare. On les enferme dans des cellules de béton froides. À première vue, un palais, mais en réalité, une prison de fortune. Nicolas reste prostré. Il garde le silence, les yeux fixés sur le sol. Il semble incapable de comprendre la vitesse à laquelle son empire s'est volatilisé. Elena, elle, explose. Sa voix résonne dans tout le couloir. Elle hurle sur les militaires. Elle demande s'ils savent qui elle est. Elle répète qu'elle est la camarade docteur et qu'ils paieront tous pour cet affront. Mais l'autorité a changé de camp. Les gardes ne répondent pas. Ils fument leurs cigarettes en l'ignorant. Leur ère est officiellement terminée, mais ce n'était que le début de leur calvaire. Le compte à rebours est lancé. Entre la capture et l'exécution, il reste exactement 3 jours. 72 heures d'attente dans le froid du quartier de Targoviste. À l'extérieur des murs, la situation est chaotique. La Roumanie est en train de basculer dans le sang. Les forces fidèles au régime et les membres de la Securitate refusent de poser les armes. Les combats de rue s'intensifient. L'erreur était interdite pour le nouveau pouvoir en place. Les événements se sont alors accélérés. 25 décembre 1989. C'est le jour de Noël. Pendant que l'Europe célèbre la fête, la Roumanie prépare une mise à mort. Le pays bascule dans le chaos. Dans les rues de Bucarest, les snipers de la Securitate tirent sur la foule depuis les toits. Les balles atteignent les manifestants en plein torse. Des chars d'assaut pointent leurs canons vers des immeubles d'habitation. Les façades s'effondrent sous les tirs. Ce n'est plus une émeute, c'est une guerre civile. Le nouveau gouvernement provisoire porte un nom, la Front de Salvation Nationale. Ces hommes font face à une réalité brutale. Tant que Nicolae et Elena Ceausescu respirent, ils restent une menace. Ils sont le symbole d'un régime qui refuse de mourir. Les unités fidèles au dictateur pourraient lancer un raid pour les libérer. La guerre pourrait durer des mois. La décision tombe, un procès immédiat. L'exécution suivra dans la foulée. À l'image, une salle de classe transformée en tribunal de fortune. Le décor est sinistre, les murs sont gris, le sol est sale. Des pupitres d'écoliers sont empilés contre les parois, tout est improvisé. Le tribunal se compose de 3 juges militaires et d'un procureur. Les avocats de la défense sont là pour la forme. En réalité, ils ne cachent pas leur hostilité envers leurs clients. Les caméras enregistrent chaque mouvement. Le signal est clair, le peuple roumain doit voir la chute des idoles. Nicolas entre le premier. Il porte le même manteau sombre que le jour de sa fuite. Il semble avoir rétréci. Ses épaules tombent. Sous la lumière crue, le dictateur paraît vieux et fragile. On ne voit plus l'homme puissant. On voit un prisonnier qui attend la fin. Mais ce n'était que le début de la procédure. La tension monte dans la pièce étroite. On entend le bruit des bottes sur le parquet et le cliquetis des armes automatiques à l'extérieur. À première vue, une simple audition. Mais en réalité, un arrêt de mort déjà signé. L'histoire s'est accélérée. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Tout devait être terminé avant le coucher du soleil.